Dans ce nouveau podcast du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale, on va s'intéresser aux différents types de viande. En effet, lorsqu'on souhaite faire de l'alimentation un allié de la santé, le sujet de la protéine animale, c'est un sujet absolument incontournable, surtout en alimentation méditerranéenne et particulièrement en alimentation low carb, cétogène et a fortiori carnivore. Puisque comme on l'a vu dans les précédents contenus du guide, la protéine, c'est l'épicentre de l'alimentation humaine. Ça ne veut pas dire qu'elle doit constituer la majorité énergétique de l'apport alimentaire, mais plutôt qu'elle est le socle, la base intangible à partir de laquelle les apports en lipides et en glucides peuvent se greffer. Et comme on l'avait également vu dans les précédents contenus du guide, qui étaient notamment consacrés aux protéines, eh bien en termes de biodisponibilité, la viande et plus globalement les produits issus du règne animal sont imbattables. C'est-à-dire que ils ont une capacité extraordinaire à être absorbés par l'organisme pour le renouvellement de ses tissus. Le problème, c'est que les connaissances autour de la viande se perdent de génération en génération. La consommation de viande se résume aujourd'hui pour beaucoup de consommateurs à des steaks hachés de qualité discutable, consommés très souvent dans des enseignes de restauration rapide ou achetés au supermarché, et qui proviennent d'élevages dont on ne sait pas grand-chose. Cette consommation à outrance de viande dont les animaux pourraient avoir été élevés en batterie, elle peut avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine, mais aussi pour la planète. Et en plus, cette forte demande pour de la viande premier prix issue d'animaux élevés dans des conditions discutables va à l'encontre du bien-être animal. En outre, les consommateurs ont tendance à consommer quasi exclusivement les parties maigres de la viande, via des viandes hachées par exemple pauvres en matières grasses, ou à travers des coupes plus nobles, mais dont on aurait retiré le gras afin d'être aligné avec la croyance commune selon laquelle les graisses animales seraient mauvaises pour la santé. Le problème, c'est que cette pratique peut s'avérer pro-inflammatoire pour l'organisme. En plus, la consommation exclusive de viande maigre, elle a tendance à réduire le sentiment de satiété. De ce fait, soit on atteint plus difficilement la satiété lors d'un repas, soit on a faim beaucoup plus rapidement après le repas, ce qui peut pousser à la consommation excessive d'aliments complémentaires, jugés peu intéressants pour la santé ou pour la ligne. De façon symétrique, les steaks enrichis en matières grasses ou les coupes grasses de certaines viandes comme les cuisses de poulet ou les côtes de porc peuvent aussi poser problème car on ne connaît pas le profil nutritionnel des matières grasses qui constituent ces viandes. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas dans quelles conditions ont été élevés les animaux dont on a issu ces viandes et avec quoi ils ont été nourris. En d'autres termes, on ne sait pas si les acides gras contenus dans ces viandes ont un ratio pro-inflammatoire sur l'organisme. Le fait d'augmenter sa consommation de graisse requiert donc d'avoir une vue globale sur la qualité des aliments qu'on consomme. Et pour couronner le tout, on ne consomme pratiquement plus d'abats, ni de bouillon d'os, ni d'autres morceaux de l'animal comme le paleron de bœuf, la poitrine de bœuf ou l'épaule d'agneau par exemple, qui nécessitent des cuissons lentes et parfois fastidieuses. Ce sont des morceaux qui sont dits abraisés par opposition aux morceaux que l'on grille, comme le simple steak haché, et qui, comme son nom l'indique, est déjà pré-mâché par une machine afin d'être consommé plus facilement par l'être humain. Or, ces pièces que l'on retrouve dans les plats mijotés d'antan ont des bienfaits incommensurables, à commencer par leur teneur en collagène, indispensable pour les tendons, les articulations et la santé osseuse, mais aussi pour leur teneur en acides gras de qualité, ainsi que la satiété qu'ils entraînent, étant donné que leur digestion va nécessiter du temps. En plus, toujours d'un point de vue évolutionniste, ces morceaux ont été consommés par l'être humain au travers de son évolution, car les chasseurs-cueilleurs de l'époque n'avaient pas la possibilité de se contenter d'un simple steak haché 5% premier prix, puisque pour des raisons de survie, nous nous sommes adaptés en consommant l'animal de la tête à la queue. Et c'est justement ce vers quoi on va tendre en passant en revue dans ce contenu les différents animaux qui sont généralement destinés à la consommation humaine et comment l'être humain, on verra dans les contenus suivants, comment l'être humain a influencé l'alimentation de ces différents animaux, les bovins et les volailles en particulier, avec ce que ça a pu entraîner de bon et forcément de moins bon pour la santé humaine. Ce qui nous amènera dans un troisième temps à dresser la liste des meilleurs morceaux de viande pour la santé et la longévité.
À savoir que tous les contenus dédiés aux viandes sont divisés en plusieurs chapitres dont vous retrouverez le sommaire directement sur le site blueness.com. On va donc ici faire un tour d'horizon des différents animaux d'élevage, puis dans les contenus à venir, on va identifier les morceaux de viande qui seraient susceptibles d'apporter des bienfaits à l'organisme, en privilégiant en plus des labels et un élevage qui soit vertueux, aussi bien pour la santé que pour la planète et pour le bien-être animal. Une viande de qualité, nutritionnellement dense, riche en glycine et en collagène, aura bien plus de chances de régénérer les tissus de l'organisme et de combler la satiété qu'une viande industrielle. Et on ne parle même pas ici des viandes gonflées à l'eau ou pire, enrichies en amidon, en nitrite, en dextrose ou tout autre produit ajouté par l'industrie aux effets néfastes pour la santé. Cette partie du guide Blueness a donc pour objectif de nous rendre incollables sur les différents morceaux de viande, les filières d'élevage, l'alimentation qu'on donne aux animaux, et elle va donc nous permettre de constituer in fine une liste incontournable des meilleurs morceaux de viande à privilégier pour la longévité en bonne santé. Et pour arriver à cette finalité, on va commencer par améliorer les connaissances relatives au règne animal, et on va donc dresser précisément dans ce contenu les différentes familles d'animaux, comme les bovins, les ovins ou les volailles par exemple. Comme on l'avait fait d'ailleurs pour les légumes, les épices ou encore les oléagineux, le fait d'identifier clairement les choses permet d'être toujours plus efficace lorsqu'il s'agit de faire des choix. Dit autrement, lorsque l'on ne connaît que le filet de poulet, la cuisse de poulet, le steak haché et l'entrecôte, on est très vite limité en termes de stratégie alimentaire et aussi en termes de plaisir gustatif. Surtout en diète keto, carnivore, paléo et bien sûr méditerranéenne, cette dernière étant la quintessence même de la diversité du plaisir culinaire. Il est donc pertinent d'élargir son spectre de connaissances en reprenant les bases que certains jeunes ne connaissent pas, de façon à pouvoir remettre de la diversité dans son alimentation. Je vous propose donc de découvrir dès à présent les différentes familles d'animaux et voir ce qui les rend uniques. On va notamment survoler les bovins, les ovins, les caprins qui font partie des ruminants, mais aussi les équins, les porcins ou encore les volailles. Et grâce à cette liste, on va pouvoir identifier dans les contenus à venir les meilleures viandes à consommer pour la santé humaine. Alors avant de dresser la liste de ces animaux, il est important de prendre rapidement connaissance de la façon dont ces familles animales digèrent les nutriments et ce qu'elles ont pour habitude de consommer. On va s'intéresser ici à des animaux que l'on classe comme étant des ruminants et d'autres qui n'en sont pas. C'est comme ça qu'on va les différencier. Les ruminants, ils se caractérisent par un système digestif qui est unique, avec plusieurs estomacs, ou plusieurs compartiments d'estomac. Et ces compartiments leur permettent de fermenter, dans un premier temps, et de digérer les végétaux de manière très efficace. Les ruminants, ils digèrent leur nourriture en la régurgitant et en la ruminant, ce qui leur permet de tirer parti des fibres et des plantes, enfin des fibres issues des plantes, notamment la cellulose. Les ruminants, ils regroupent notamment les bovins, les ovins, les caprins et certains gibiers qui appartiennent à la famille des cervidés, donc les ruminants à cornes, tels que le cerf, le daim, l'élan, le règne et le chevreuil. Les non-ruminants ont quant à eux un estomac simple et parfois une fermentation dans une autre partie du système digestif. Et certains animaux consomment une palette plus large d'aliments, notamment les porcs, qui sont omnivores. Les non-ruminants, ça rassemble les équins, les porcins, les volailles et la majorité des gibiers comme les lapins, les faisans, les sangliers et les lièvres. Il faudra garder ces informations à l'esprit lorsqu'on abordera le sujet des meilleurs morceaux de viande pour la santé humaine, puisque la qualité de la viande va dépendre justement du respect de l'alimentation ancestrale et naturelle des animaux. Donc autrement dit, le respect de leur système de rumination ou pas d'ailleurs. Mais pas de panique, on verra tout ça en détail en passant en revue chaque famille animale et dans les contenus suivants en voyant quel est le meilleur mode alimentaire à fournir aux animaux pour respecter leur système biologique et pour consommer des viandes de qualité qui seraient issues de ces animaux. Donc on va attaquer la première famille d'animaux qui sont les bovins. Et dans les bovins, on retrouve le bœuf, la vache, le veau, le taureau ou encore le bison. Je vous propose de passer rapidement en revue chacun de ces animaux. Alors le veau, c'est le bovin mâle ou femelle jeune, donc de la naissance jusqu'à 8 ou 10 mois. La chair du veau est particulièrement tendre et douce, ce qui en fait un choix populaire pour des recettes délicates comme les escalopes ou les rôtis. Donc le veau est tout simplement le bovin, mais dans
dans son jeune âge. On a ensuite le bœuf qui est le mâle adulte castré. Le fait qu'il soit castré favorise la formation de graisse intramusculaire et cela confère à la viande un marbrage assez caractéristique. Le marbrage en boucherie, c'est précisément le degré de graisse qu'on trouve dans la viande. La viande de bœuf, elle est très prisée pour ses saveurs riches et elle est adaptée à tout un tas de modes de cuisson. On peut donc la griller, la rôtir ou la braiser, en fonction des morceaux choisis, mais on reviendra là-dessus dans un contenu dédié. Toujours dans les bovins, après le veau et le bœuf, on a le taureau, qui contrairement au bœuf est le mâle adulte non castré, donc avec une viande souvent plus ferme, moins grasse, et généralement consommée dans des plats plus robustes ou dans certaines recettes régionales. Ensuite, on a la génisse, qui est le bovin femelle adulte qui n'a pas encore donné naissance à un veau. Sa viande est similaire à celle du bœuf, bien que légèrement plus tendre, et elle est souvent recherchée pour des plats qui nécessitent une cuisson douce. Et enfin, on a la vache, qui est une femelle adulte qui a vélé, donc qui a donné naissance à au moins un veau. Et la viande de vache est à la fois plus ferme, souvent plus grasse, ce qui la rend idéale pour les préparations longues comme les plats mijotés ou le haché. On a également moins consommé le bison, qui est un bovin sauvage avec une viande là encore plus maigre que le bœuf, avec une saveur douce et légèrement sucrée. La viande de bison est idéale pour ceux qui recherchent une alternative plus légère au bœuf. Et enfin, on a le buffle, qui est un bovidé cousin du bison. Et le buffle comme le bison sont des ruminants, tous les deux. Sauf que le bison est originaire d'Europe et d'Amérique du Nord, alors que le buffle est originaire d'Asie et d'Afrique. La femelle du buffle, la bufflone, est particulièrement connue pour donner la célèbre mozzarella di bufala campana, qui est un fromage dont l'appellation est d'origine protégée et qui est obtenu selon un processus ancestral et encadré. Les animaux qu'on vient de lister, qui sont tous des bovins, font donc tous partie de la grande famille des ruminants, qui digèrent les végétaux en les régurgitant et en les ruminant. Mais on verra ce phénomène de rumination dans le contenu suivant, on verra tout ça en détail. Les viandes issues des bovins, elles sont reconnues pour leur saveur profonde, leur texture qui varie selon le degré de marbrage, on l'a dit, donc la teneur en graisse intramusculaire. Et le bœuf, il est souvent mariné ou grillé, tandis que le veau, plus tendre et délicat, il se prête aux cuissons plus lentes, comme les rôtis. Rôtir, c'est cuire au four une pièce de viande, le plus souvent de bonne taille, donc rôti de bœuf, de veau ou de porc, gigot ou carré d'agneau. Et le bison, rare et plus maigre, il offre une saveur similaire au bœuf, mais avec une touche plus douce. Et bien que sa réputation a pu être ternie ces dernières années, la viande bovine est riche en protéines de haute qualité et en fer héminique. Donc c'est un fer qui est très bien absorbé par l'organisme, ce qui en fait un excellent choix pour prévenir l'anémie et pour garantir un apport en protéines hautement biodisponible pour l'organisme. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi dans le commerce on ne trouve pas de produits labellés génisse ou vache par exemple. Eh bien, il faut savoir qu'il est légalement possible d'appeler viande de bœuf, d'un point de vue commercial, la viande provenant des autres catégories de bovins. Donc, bien que la majorité des viandes soient vendues sous l'appellation générique viande de bœuf, la viande peut provenir par exemple de la vache, du taureau ou de la génisse, donc la jeune vache. En France, seule la dénomination viande de veau est en revanche réglementée et doit obligatoirement s'appliquer à la viande des bovins qui sont abattus avant l'âge de 8 mois. C'est la raison pour laquelle on peut trouver de la viande de veau dans les supermarchés par exemple, ou de la viande de bœuf, mais on trouve très rarement, voire jamais, de la viande estampillée, viande de vache, de taureau ou de génisse. En 2021, sur l'ensemble de la consommation de viande bovine en France, eh bien 60% provenaient de vaches, 18% de génisse, donc qui est la femelle adulte qui n'a pas encore vélé, 16% de taurillons et de taureaux, et seulement 6% provenaient de véritables bœufs, c'est-à-dire du mâle adulte castré. Ce qui correspond à seulement 144 000 bœufs, soit 10 fois moins que les vaches. Donc en réalité, en France, on consomme surtout de la viande de vache, bien qu'on appelle communément cette viande de la viande de bœuf. Les carcasses et la viande provenant de ces différents animaux peuvent présenter des caractéristiques nutritionnelles, gustatives et de rendement différentes. Il est également important de noter que 68% de la production bovine provient d'animaux qui ont été élevés pour produire de la viande, donc filière viande ou allaitante,
et que 32% proviennent d'animaux dont la vocation première était de produire du lait, donc filière laitière, et dont la viande était de la finalité secondaire. Donc, pour résumer très simplement, un tiers de la viande consommée en France est donc issue d'un animal qui a été élevé initialement pour son lait. Il est important de garder cette donnée à l'esprit vis-à-vis des contenus à venir sur le choix de la viande, car on va s'intéresser aux élevages et à l'alimentation donnée aux deux filières, pour savoir à la fin laquelle est la plus adaptée et la plus naturelle. On a ensuite les races bovines. C'est important de les avoir à l'esprit. C'est ce que vous voyez par exemple sur les étalages ou dans les menus de certains restaurants, quand on a l'origine de la viande qui est écrite. Les races bovines, ce sont en fait des groupes de bovins qui sont sélectionnés et élevés pour leurs caractéristiques spécifiques, qu'il s'agisse de leur morphologie, de leur résistance climatique, ou de leurs aptitudes pour la production de viande, de lait ou des travaux agricoles. Chaque race présente des qualités distinctes. Certaines, comme la Holstein, sont connues pour leur haute production laitière, donc elles ont un très bon rendement laitier, tandis que d'autres, comme la charolaise ou l'aubrac, sont appréciées pour leur viande. La diversité des races bovines permet de répondre aux besoins agricoles et alimentaires, variés en fonction des régions et des objectifs des éleveurs. C'est important, là encore, de garder ça dans un endroit de son cerveau, parce qu'on reviendra sur la pertinence ou non de consommer une viande ou un produit laitier issu de telle ou telle race. La France, pour reprendre cet exemple, la France possède le cheptel bovin le plus important d'Europe, avec pas moins de 25 races. On y retrouve les races à viande, qu'on appelle également les races allaitantes, car les femelles allaitent leurs petits, comme par exemple la charolaise, la limousine, la blonde d'Aquitaine, la gasconne, l'aubrac. Dans les races laitières, élevées pour la production de lait, on va retrouver la célèbre Holstein, la Primolstein, la bretonne pinoire ou encore la jersaise. Il existe également des races mixtes, aussi réputées pour leur lait que pour leur viande, comme le sont la normande, la montbéliarde ou la tarentaise par exemple. Dans le reste du monde, on retrouve l'Angus, hyper célèbre, originaire d'Écosse, qui est réputé pour sa viande. La Jersey, originaire de Grande-Bretagne, et tout un tas d'autres races en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique ou en Océanie. Ces races, sélectionnées en fonction des besoins et des climats locaux, démontrent la grande diversité et l'adaptation des bovins aux différentes régions du monde. Maintenant qu'on a passé au crible les bovins, passons maintenant aux ovins. Les ovins regroupent principalement l'agneau et le mouton, deux viandes appréciées pour leur saveur unique et leur tendreté. Alors l'agneau, c'est un ovin jeune, mâle ou femelle, abattu généralement avant 1 an. La viande est tendre, avec une saveur subtile, et elle se prête bien aux grillades, aux rôtis ainsi qu'aux plats mijotés. On parle parfois d'agnelle pour les femelles. Ensuite, on a le bélier, qui est un ovin mâle de plus de 12 mois, non castré. On a le mouton, qui est le nom utilisé pour désigner de façon générique les ovins en général, mais il est également employé pour désigner un ovin mâle adulte castré, donc l'équivalent du bœuf chez les bovins, et qui est destiné à la production de viande. Le mouton a une saveur encore plus prononcée que celle de l'agneau. Et enfin, on a la brebis, qui est la femelle ovine adulte, qui peut donc donner naissance à des agneaux, donc des bébés ovins. Donc, tout comme les bovins, les ovins présentent un grand nombre de races, plus de 30 en France par exemple. On les classifie généralement en 6 types différents. Les races précoces, sélectionnées pour leur potentiel de croissance élevé et leur grande aptitude de reproduction, donc Île-de-France, Berrichon du Cher, Southdown, Suffolk. Les races d'herbage, situées dans les grandes zones d'élevage placées sous l'influence océanique, donc Charolais, Bleu du Maine, Rouge de l'Ouest, Vendéen. Les races rustiques, exploitées dans les zones difficiles de moyennes et hautes montagnes, donc Blanc du Massif central, Préalpes du Sud, Limousine, etc. Les races mérinos, comme leur nom l'indique, qui sont sélectionnées à l'origine pour leur laine, mais orientées aujourd'hui de plus en plus vers la production de viande. Et les races laitières, élevées pour la production de lait et de fromage. Donc la Cône, Manec, Basco-Béarnaise, etc. Tout comme chez les bovins, il existe de nombreuses races ovines spécifiques à chaque pays ou chaque région, chacune sélectionnée pour ses caractéristiques adaptées au climat, au paysage et aux besoins des éleveurs, donc le lait, la viande ou la production de laine. Passons maintenant aux caprins qui regroupent principalement les chèvres qui sont élevées pour différentes raisons selon les régions. En France et en Europe,
Euh, les chèvres sont surtout connues pour leur production de lait, transformé en fromage réputé comme le chèvre frais ou affiné. On sait ainsi que les fromages de chèvre ou de brebis, que l'on classe dans la famille des ovins pour les brebis, sont parfois mieux tolérés par certaines personnes que les produits laitiers issus de la vache, mais on reviendra sur la problématique des produits laitiers très bientôt dans des contenus dédiés. Par exemple, dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est ainsi qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud, la viande de chèvre est prisée pour sa saveur particulière et sa faible teneur en gras. Les chèvres s'adaptent très bien aux climats arides et aux terrains escarpés, ce qui en fait une ressource importante dans les régions où d'autres élevages prospèrent beaucoup moins. Dans ces zones, la chèvre fournit non seulement du lait, mais aussi une viande riche en protéines et en minéraux, souvent utilisée dans des plats traditionnels. Ensuite, nous avons les équidés, qui incluent principalement la viande de cheval, qui est moins courante mais toujours consommée dans certains pays. Et la viande de cheval est réputée pour sa tendreté et sa saveur légèrement sucrée. Elle est riche en fer, souvent consommée en steak ou carpaccio, et se distingue par sa couleur rouge foncé et son goût subtil. En guise de culture générale, voici comment on classifie les équidés. On a le poulain, donc le jeune mâle de moins de 12 mois, la pouliche, donc jeune femelle cheval, généralement de moins de 3 ans, qui n'a pas donc atteint l'âge adulte, le foal ou le laiton, donc c'est un poulain mâle ou femelle non sevré, c'est-à-dire qu'il est encore nourri par sa mère, il n'a pas encore été sevré. Donc pour rappel, le sevrage, c'est le processus par lequel un jeune animal cesse de dépendre du lait maternel pour passer à une alimentation solide. Ensuite, on a la jument, qui est logiquement la femelle adulte, qui est destinée à la reproduction. L'étalon, qui est le mâle adulte non castré, toujours destiné à la reproduction. On a le longre, qui est le mâle castré, moins connu du coup. Et le cheval, qui est le terme générique qui désigne les mâles ou les femelles de plus de 12 mois. Ensuite, on passe à la famille des porcins, qui comprend le porc, très populaire, ainsi que le sanglier, qui est quant à lui un gibier. Le gibier, c'est l'ensemble des animaux sauvages que l'on chasse pour en consommer la viande. Donc le gibier s'oppose finalement aux animaux d'élevage. Mais tous deux, le porc et le sanglier, sont des porcins, puisque le sanglier, c'est le pendant sauvage du porc finalement. Le porc domestique, c'est un descendant du sanglier qui a été domestiqué il y a environ 10 000 ans, probablement au Moyen-Orient et dans d'autres régions. Et le porc domestique, c'est en fait le résultat de milliers d'années de domestication et de sélection à partir du sanglier sauvage. Le sanglier, il offre une viande plus ferme, au goût plus puissant, plus rustique. La viande de sanglier est souvent consommée dans des plats de gibier mijotés pour adosser sa texture. En termes de classification liée à l'âge, voici les différents noms du porc. Donc c'est toujours intéressant de les connaître d'un point de vue de culture générale, et notamment si vous allez au restaurant. On a le porc charcutier, donc mâle ou femelle élevé pour la viande. Le verrat, qui est le mâle reproducteur. La truie, qui est la femelle reproductrice qui a déjà eu une portée. La cochette, qui est la femelle qui n'a jamais eu de porcelet. Donc à la différence de la truie qui a déjà eu une portée. Le porcelet, donc qui est le petit de la truie, mâle ou femelle de moins de 2 mois. Et le cochon de lait, qui est le porcelet de moins de 5 semaines, donc qui est un mets assez connu, notamment en Italie. Ensuite, on a la viande de porc. De manière générale, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'elle est tendre et polyvalente, avec un goût assez doux. Et les différentes découpes permettent de faire des préparations variées qui vont des rôtis aux grillades. Et évidemment, elle est le plus souvent utilisée pour la charcuterie. Donc saucisses, saucissons, jambon et pâté. Ensuite, on peut passer en revue la famille des volailles qui couvre un large éventail d'animaux domestiques et sauvages et qui chacun offre des qualités uniques. On a le poulet qui est probablement la viande la plus populaire au monde et qui est réputée pour sa tendreté et sa polyvalence. Le poulet, c'est une viande blanche, comme on l'avait vu dans le contenu relatif à la différence entre les viandes blanches, les viandes rouges et les abats, hein. Donc c'était le contenu précédent. Donc le poulet, c'est une viande blanche relativement pauvre en graisse, qui convient aux plats rapides, aux grillades, et qui présente en plus un coût assez bas. Pour toutes ces raisons, le poulet est la viande la plus consommée au monde. On a ensuite la dinde, qui est une volaille quasiment similaire au poulet, mais plus grande, souvent utilisée dans des rôtis ou des préparations festives. Sa viande est maigre et savoureuse, elle est idéale pour des plats assez légers. On a le canard, qui contrairement au poulet et à la dinde, est plus gras et possède un goût plus prononcé. Le canard est idéal pour les confits, les magrets et les plats mijotés.
On a également la pintade, donc, dont la chair est plus savoureuse, légèrement plus ferme que celle du poulet, et l'oie avec une chair grasse et savoureuse qui est souvent préparée pour des occasions spéciales. Ensuite, on a les gibiers qui regroupent les animaux sauvages et qui sont prisés pour leur goût fort et leur texture unique. On avait vu notamment que le sanglier, qui est un gibier, était rattaché à la famille des porcins. Ici, on va retrouver pêle-mêle le cerf, qui est ferme, qui possède une saveur intense, idéale pour les plats mijotés ou les rôtis. Contrairement d'ailleurs à la majorité des autres gibiers que l'on va voir, le cerf, c'est un cervidé. Donc c'est un herbivore ruminant à cornes. Donc c'est quelqu'un qui va justement utiliser le processus de rumination pour la digestion. Et la femelle du cerf, pour information, c'est la biche. Ensuite, on a le chevreuil, qui est plus tendre que le cerf, qui offre une viande plus savoureuse, qui se prête bien au rôti ou au plat en sauce. Et tout comme le cerf, c'est un cervidé, donc un herbivore ruminant. Ensuite, on a le lièvre, dont la viande est plus foncée et possède une saveur plus forte et qui est appréciée dans des plats mijotés ou des pâtés. Et enfin, le pigeon, qui est un petit gibier, donc un volatile, qui offre une viande foncée au goût subtil et riche. Très souvent préparé rôti ou en salmi, un plat mijoté traditionnel. Et enfin, on peut citer brièvement le lapin, qui est parfois classé comme gibier d'un point de vue culinaire, mais qui n'appartient ni aux ruminants ni aux rongeurs. C'est en fait, il fait partie en fait des lagomorphes, un ordre distinct, un ordre distinct finalement des ruminants ou des équidés. Les lagomorphes, ils incluent principalement les lapins, les lièvres et les pikas. Et enfin, très rapidement, on a les viandes exotiques qui incluent les animaux moins courants et qui permettent une expérience gustative nouvelle. Donc l'autruche, qui a une viande similaire au bœuf mais un peu plus maigre, et d'un rouge vif qui se prête aux cuissons rapides comme les grillades ou les poêlées. Le kangourou, qui est plus tendre et qui offre un goût subtil, riche en protéines et en nutriments, idéal pour les steaks et les plats sautés. Et le crocodile, dont la chair est blanche, ferme et un goût léger qui rappelle parfois le poulet ou le poisson, et qui est souvent utilisé dans des plats grillés ou frits. Donc pour conclure, on a vu rapidement dans ce contenu les différentes familles d'animaux les plus couramment consommées pour pouvoir les énoncer clairement. Le fait de formaliser les choses et de savoir à quel groupe tel ou tel animal appartient permet de mieux aborder le sujet de la viande animale, que ce soit pour le plaisir gustatif, que pour la culture générale, pour les enjeux d'élevage, de bien-être animal, d'écologie, et bien sûr, de longévité humaine en bonne santé, ce qui nous intéresse ici. Ce contenu, c'est un peu le pendant carnivore du travail qu'on avait fait sur les légumes, les épices et les céréales, où on avait dressé la liste complète de tous les légumes, toutes les épices et de toutes les céréales existantes pour prendre conscience de ce qui existe et de ce qu'il est bon de consommer en plus ou moins grande quantité. Donc dans le prochain contenu, on va s'intéresser précisément à la façon dont se nourrissaient naturellement ces animaux et comment ils digéraient les aliments. On va donc savoir si l'alimentation qu'on leur donne dans le cadre d'un élevage correspond à ce dont ils se nourrissaient de manière ancestrale. Et ça, le but de faire ce travail, c'est d'identifier les animaux qui ont une alimentation actuellement adaptée à l'alimentation qu'ils avaient de façon ancestrale. Et en fonction de l'alimentation qu'on leur donne, si elle est plus ou moins adaptée, on va donc savoir s'il est plus ou moins judicieux de la consommer ou pas. L'objectif, comme toujours dans ce guide, c'est de respecter le principe de précaution. Et dans ce cas de figure, ça consiste à préférer les viandes dont l'animal a été nourri selon son mode alimentaire ancestral, ou en tout cas en imitant le plus possible son mode alimentaire ancestral, de façon à en tirer les bienfaits dans la consommation par l'être humain, plutôt que des animaux élevés de façon intensive et nourris avec des aliments auxquels ils ne se seraient pas tout à fait adaptés, car cette alimentation modernisée pourrait avoir des effets négatifs aussi bien sur la santé de l'animal que sur la santé de l'être humain. Donc je vous donne rendez-vous très rapidement dans le prochain contenu du guide Blueness, où on va s'intéresser très précisément à l'alimentation naturelle et d'élevage des ruminants, donc les bovins plus particulièrement. À très vite dans le guide Blueness.